Présente Maëva Sénéchal. Je co-anime l'ORECAN, donc l'Observatoire régional énergie-climat-air de Normandie, au sein de Biomasse Normandie. Et nous allons présenter donc ce webinaire avec Lisa Perron, qui est également à Biomasse Normandie, et Marie Zuccolini, qui travaille à Atmo Normandie. Juste pour resituer rapidement, donc l'ORECAN est porté par deux structures animatrices, Biomasse Normandie et Atmo Normandie. Et nous avons donc nos pilotes, la région Normandie, l'Adrial et l'ADEME, qui font partie donc voilà les 5 structures qui tiennent le RECAL. Donc on va traiter dans ce webinaire, on va de l'ordre du jour. Donc, on va vous présenter les applications que vous avez à disposition, surtout les applications qui ont été mises en ligne l'année dernière. Ensuite, on parlera de la publication des derniers jeux de données, donc consommation, émissions de gaz à effet de serre et de polluants 2021 et production d'énergie de 2022. On va ensuite faire un point sur les évolutions méthodologiques. On va par la suite resituer les données Eurecan et leur intérêt, notamment par rapport aux données Open Data. Et on évoquera ensuite, pour finir, le prochain événement. À chaque fin de section, on va vous proposer un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre la parole. Et si vous avez des questions qui ne sont pas relatives à ce que je viens de dire dans le déroulé de l'ordre du jour, on a vraiment un temps d'échange qui est prévu à la fin de notre prise de parole. Donc, c'est vraiment le but, là, c'est d'échanger avec vous et de vous présenter donc, les nouveautés de l'Eurecan. Concernant les applications, on va aller faire un petit tour sur le site. Donc là, on est sur le site de l'Eurecan. Pour avoir accès aux données, on va sur les données de l'Observatoire et on va dans accès aux données. Donc là, on a vraiment les différentes applications qui nous permettent de retrouver les données qui sont produites par l'Eurecan. Pour vous montrer exactement comment les récupérer rapidement, par exemple, si vous allez sur l'application consommation ou production d'énergie renouvelable, vous allez avoir une carte qui s'affiche et un bandeau sur la gauche. Et ici, vous avez les données région, département et EPCI. Donc là, si vous cliquez dessus, vous allez atterrir directement sur le SharePoint de l'Eurecan et vous avez accès dans Données aux différents bilans. Donc, il y a vraiment l'historique qui est recensé, les derniers bilans 2022 et les données aux différentes échelles. Vous pouvez aussi le faire directement à partir de la carte en cliquant sur le PCI de votre choix. Et là, vous avez un export CSV qui vous téléchargera directement uniquement votre PCI. Donc ça, c'était un petit point rapide sur la façon d'accéder aux dernières données. Là, moi, je vais vous faire un focus sur l'application Installation ENR. Donc, c'est une application qui permet de visualiser les différentes installations de production d'énergie renouvelable en Normandie. Elle est mise à jour tous les ans. C'est une cartographie qui est interactive, donc vous pouvez sélectionner uniquement la filière de votre choix. Vous pouvez zoomer dessus. Vous pouvez filtrer également le département qui vous intéresse ou le PCI également, qui sont tous recensés. Et si vous cliquez donc sur un point précis de la carte, vous allez avoir le détail qui s'affiche. Associé à cette carte, vous avez des graphiques qui se mettent à jour instantanément également, qui vous permettent d'avoir un petit peu un point de vue plus rapide. Et à la suite, sur la même page, vous pouvez télécharger donc toutes les installations qui sont recensées et qui se filtrent également automatiquement en fonction des filtres que vous avez choisis.
Voilà, donc après, ça, c'est un travail qu'on fait tous les ans. Donc, si vous constatez qu'il y a des erreurs de géolocalisation, qu'il y a des manquements, n'hésitez pas aussi à nous en faire part. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de le plus complet possible. Donc, on est vraiment à votre écoute pour ce point-là. Je vais laisser la main à ma collègue. Donc bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Marie, comme Maëva pardon, m'a présenté. Je travaille au service d'émission d'Atmo Normandie. On est en fait quatre à calculer l'inventaire. La responsable du service, Mara Cesano, ainsi que mes collègues Wafia Akoum et Alexandre Cotte. Ici, je ne vais pas me rendre on va parler un peu de l'appli indicateur. Je ne vais pas me rendre tout de suite parce que c'est une application qui est construite sur plusieurs onglets. Elle est disponible au même endroit que toutes les autres applications et elle est assez facile d'utilisation. Il n'y a pas de carto comme pour les autres. J'ai indiqué ici sur cette slide trois exemples d'indicateurs assez communs. La répartition des émissions de gaz à effet de serre entre le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane et les gaz fluorés. Puisque dans l'application gaz à effet de serre, l'application GES, on n'a pas ces détails-là. On a également pour les polluants atmosphériques le positionnement par rapport à l'objectif PREPA. L'objectif PREPA, plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, qui décline des objectifs à horizon 2020, 2025, 2030. Donc on peut se positionner grâce à cet indicateur-là et également à la maille géographique de son choix. Chaque EPCI peut se positionner. On a aussi un indicateur sur la part des émissions par habitant, puisqu'il y a des indicateurs qui portent sur la population. Je vous invite à aller les découvrir. Il y en a d'autres ici assez communs, assez intéressants que je n'ai pas mis sur la slide, comme la répartition entre les émissions de gaz à effet de serre énergétiques et non énergétiques. Énergétiques qui découlent d'une consommation de combustible et non énergétiques pour les gaz à effet de serre, on pense aux fluorés ou par exemple dans l'agriculture, les émissions de méthane liées à la fermentation entérique. On a vraiment ce genre d'indicateurs. On a aussi pour le transport non routier une répartition des émissions de gaz à effet de serre entre ferroviaire, aérien et maritime. Voilà, je vous invite à aller découvrir vraiment la plus-value de cette application, c'est qu'elle produit des indicateurs à la maille géographique de votre choix. Et également, elle n'est pas figée, donc elle a vocation à être complétée, à évoluer avec de nouveaux indicateurs. Voilà pour cette partie sur les applications, les nouvelles applications disponibles. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le chemin de l'application indicateur, je pense qu'on partagera le PowerPoint après et le lien est indiqué dans le PowerPoint. Et sinon, c'est vraiment au niveau de l'onglet accès aux données, juste en dessous, je crois, des autres applications. Elles sont toutes au même endroit. On pourra le remettre dans le chat. Mm. Euh, Après la présentation des applications à disposition, on va aborder. Ah oui, on va prendre la question de Alan Vézier, si vous avez une question concernant les applications. Oui, Avant bonjour. Oui, Vous m'entendez bien? oui, parfait. Oui, du coup, Alan Vézier, je travaille au Parc naturel à la jungle des Boucles de la Seine. J'ai mon collègue Marc qui a posé une petite question avant. On voulait savoir, du coup, comme les données sont plutôt orientées pour les EPCI, nous, au parc, on est en révision de charte, on aurait beaucoup besoin de données sur toutes ces thématiques-là. Est-ce qu'on peut, du coup, avoir vraiment juste notre territoire et obtenir des données à ce moment-là? C'est vrai que les jeux de données, en général, ils sont publiés à l'échelle des EPCI. La meilleure façon, c'est de regrouper les EPCI si ça prend en compte plusieurs EPCI. Mais on n'arrivera pas à délimiter exactement le périmètre du parc si vous n'êtes pas sur. Et ce qui est le cas, c'est que ça ne prend pas en compte les contours EPCI. Donc, ça peut évidemment ne pas prendre en compte toutes les communes que nous, on intègre dans chaque EPCI. Et là, pour le coup, c'est vrai que nous, le travail est fait à l'échelle EPCI et que on ne publie pas pour les PNR, malheureusement. Parce que la maille de base, c'est la commune ou c'est directement le PCI?
Euh, On a les données que nous, on les calcule à l'échelle communale et ensuite on l'agrège à l'échelle EPCI, puis départementale, régionale, et on ne publie que les données à l'échelle EPCI sur notre site. D'accord. Ok, ouais, parce que du coup, ouais, c'est vrai que sur les autres différents EPCI, comme on est à cheval sur plusieurs EPCI, on ne peut pas prendre les données. Nous, on va être à cheval sur une partie de l'EPCI, donc les données de l'EPCI ne vont pas forcément correspondre à notre territoire. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Je ne sais pas par quelles données vous étiez intéressé dans ce sens-là, les données ENR plutôt, ou plus aux émissions? Comme je le disais, on est en révision de charte et donc du coup, pour notre nouvelle charte, on doit faire un diagnostic. On a beaucoup de données à produire, donc les données qualité de l'air, énergie renouvelable, enfin un peu toutes ces données-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que je voulais demander de savoir si c'était possible de les obtenir pour notre territoire ou si ça va être compliqué via les applications que vous proposez. Moi, je peux vous proposer, si vous êtes, d'envoyer un mail, on met le contact à la fin et ce genre de demande spécifique, on peut les traiter à part. D'accord. Très bien. Et ben, je prendrai le mail et puis en effet, on formulera du coup une demande. Merci beaucoup en tout cas. Pas de souci. C'est bon, il n'y a pas d'autres questions concernant la partie application à disposition. Donc, on va pouvoir entamer la deuxième partie qui concerne la publication des nouveaux jeux de données qui a été effectué en début d'année, donc le bilan ENR 2022 et l'inventaire 2021 sur les émissions de gaz à effet de serre et de polluants et les consommations d'énergie. Donc, à propos du bilan ENR 2022, donc dans les grandes lignes, la production d'énergie renouvelable en Normandie en 2022 s'élève à 11 795 gigawattheures. Et donc, on a remarqué des évolutions assez importantes, notamment sur 4 filières qu'on voulait un peu évoquer avec vous. Donc, c'est les filières qui se présentent à l'écran. Donc, dans un premier temps, on a remarqué une augmentation de 30% de la filière photovoltaïque euh, liée à la mise en service de 282 installations. Donc, comme on peut le voir sur le graphique qui est zoomé, parce que à l'échelle régionale, le photovoltaïque ne représente pas pour le moment une filière avec une production importante comparée à d'autres. Et donc, à savoir que pour le bilan photovoltaïque, on ne prend pas en compte l'autoconsommation. Ensuite, la deuxième évolution assez importante, c'est concernant notamment le bois domestique, donc avec une réduction de 8% des productions de chaleur dans cette filière. C'est notamment lié à l'intégration de la nouvelle enquête sur le bois domestique qui a été réalisée en 2022. Et donc, cette diminution donc, elle est due à ce qui a été observé dans l'enquête, donc une diminution par rapport aux autres enquêtes, celle de 2014 notamment. Et donc, bien qu'on constate une diminution sur le bois domestique, pour le bois collectif et industriel, qui est situé juste au-dessus sur le graphique du bois domestique, on remarque que son évolution augmente de manière régulière, notamment avec, par exemple, la mise en service de 3 réseaux de chaleur urbains en 2022. Et à savoir que c'est une filière qui va quand même continuer d'augmenter au fur et à mesure des années. Donc, je parle du collectif du bois collectif et industriel, en raison de quand même de très grands projets qui sont en cours et qui devraient être mis en service prochainement, notamment pour des chaufferies qui alimenteraient des très gros réseaux de chaleur. Concernant l'éolien, donc on a remarqué, donc c'est la première électricité renouvelable en Normandie. Elle a augmenté cette année par rapport à 2021 de 23%, lié à des vents qui étaient plus importants par rapport à 2021 et notamment aussi la mise en service de 6 parcs qui représentent une puissance installée de 52 mégawatts. Et enfin, l'évolution aussi on a remarqué une évolution très importante concernant la filière du biogaz, notamment en injection, avec une augmentation de 46% des productions de biogaz en injection.
Donc, c'est une évolution. Donc, l'injection, on l'a vu apparaître en 2019 sur nos bilans et elle augmente de manière très importante avec la mise en service notamment de 16 installations en injection en Normandie. Et d'après le plan Méta Normandie, c'est quand même une évolution qui va augmenter aussi dans les années prochaines. Et la tendance est même au remplacement des cogénérations électriques, cogénération tout court, remplacement de ces cogénérations par notamment des systèmes pour permettre d'injecter en fait le gaz dans les réseaux. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le bilan ENR 2022. Je vais laisser la parole à ma collègue Marie. Hop là. Ah non, c'est Moi, là, je vais vous parler du bilan, enfin de la synthèse ENR. Et pour ça, on va revenir sur le site. Voilà, donc pour avoir accès cette fois-ci aux synthèses, on va toujours dans les données de l'observatoire, synthèse régionale. Donc là, vous avez à nouveau un accès aux données directement sur le SharePoint, comme je vous ai montré précédemment. Vous avez des notes méthodologiques également qui sont présentes et l'historique des bilans qui sont sur le site. Donc là, on a le bilan 2022 qui a été publié récemment. Donc c'est une synthèse régionale qui vous permet de retracer toutes les filières ENR qui sont recensées dans notre bilan. Donc, c'est une synthèse qui est interactive et ça vous permet du coup d'avoir différents types de graphiques qui recensent notamment la puissance, la production et des cartographies en passant en revue les différentes filières. Et vous avez également sur le site une version PDF juste à côté si vous souhaitez l'imprimer, en sachant que du coup, il y a des animations qui ne seront pas aussi bien indiquées sur le PDF que sur la version interactive. Voilà pour cette partie. Et je laisse la main à Marie. Merci. Donc, avant de parler rapidement des données en tant que telles, c'était important pour nous de rappeler que l'inventaire, c'est un travail qui prend du temps, l'inventaire donc des consommations et des émissions, et on est parfaitement conscient de sa temporalité. Donc, pourquoi l'inventaire 2021 ne sort que début 2024? Il faut rappeler que quand on sort l'inventaire, quand on l'a sorti en février, on n'a pas simplement ajouté l'année 2021, on recalcule également toutes les années d'historique pour qu'elles soient tout simplement comparables entre elles au vu des changements des données d'entrée, des méthodologies. Donc maintenant, ça commence à faire un peu beaucoup d'années d'historique. On démarre en 2005 et on a 9 années d'historique à recalculer. Maintenant, pourquoi est-ce que ça prend du temps? On est également tributaire de la sortie d'autres données dont dépend notre calcul. On cite souvent dans ce sens-là les données open data, les données locales de consommation d'énergie du SDES. Il s'agit là des données de consommation de gaz naturel, d'électricité, les données de vente départementale des produits pétroliers et certaines données sur les réseaux de chaleur et de froid. On a également, donc là, elles sont sorties fin septembre 2022 pour les données 2021. On a également une des grosses bases de notre bilan énergétique. Donc, le bilan énergétique nous permet de faire un bilan des consommations, puis de calculer les émissions. C'est la BDREP. La BDREP, c'est la base de données du registre des émissions polluantes. Et elle nous a été communiquée pour la première fois par l'INERIS en novembre 2022, mais la dernière version corrigée et définitive, c'était mi-mars 2023. C'est vraiment une grosse extraction de base, c'est un gros morceau et elle est essentielle puisqu'elle nous permet d'avoir une image très précise du tissu industriel normand. En fait, on n'a pas seulement des déclarations de consommation et d'émissions par site industriel, mais cela descend jusqu'à l'échelle du process industriel. Et ça nous révèle un mix énergétique très varié, des informations sur les catégories produits pétroliers, combustibles minéraux solides, hors combustion, autre énergie renouvelable, autre énergie non renouvelable que l'on n'aurait pas sinon.
mais c'est également un mix énergétique qui est très détaillé, parce que comme je vous l'ai dit, ça descend à l'échelle du process industriel. Du coup, on peut avoir un détail, par exemple pour le gaz naturel, s'il est utilisé en tant que matière première ou s'il est utilisé en tant que combustible, ce qu'on ne pourrait pas savoir avec l'open data et qui change bien sûr les émissions associées. Hélas, on ne peut pas rentrer dans tout le détail du calcul de l'inventaire, mais on va faire une ellipse. On arrive fin novembre 2023, on a plus ou moins finalisé, le calcul de l'inventaire 2021, donc on a recalculé les 9 années. Quand on a accès aux applications, on voit donc déjà un bon niveau de détail avec 9 secteurs, mais ces 9 secteurs, nous, l'information qu'on a en base de données, c'est un calcul sur plus de 300 activités différentes. Et également, au niveau des 8 groupes combustibles qu'on voit au niveau des applications, derrière, c'est 75 combustibles différents. Alors 75, c'est un nombre dit comme ça, il est évident qu'il y a des combustibles un peu exotiques qu'on a grâce à la BDREP et qu'il y a des combustibles beaucoup plus communs, mais c'est quand même un nombre un peu significatif. Donc voilà. Et voilà, février 2024, après validation et mise en forme, l'inventaire est public. Voilà un peu pour rappeler notre temporalité. On peut passer à la suite, je pense. Alors, on a choisi de présenter les consommations d'énergie. Quand je dis présenter, bien évidemment, là, c'est une photo à l'échelle régionale que n'importe qui peut recréer ce graphique avec ce qu'on a en ligne sur les données de l'Orecan. Et ces allures changent beaucoup si on passe à l'échelle du département et à l'échelle de l'EPCI. Donc, il y aurait beaucoup de données à présenter. En plus, au niveau des émissions, on a quand même 6 polluants atmosphériques et les gaz à effet de serre. On a choisi de faire un petit focus sur les consommations puisque cette année, une grande nouveauté, la levée du secret statistique sur les consommations d'énergie. Donc, les données du registre des émissions polluantes sont considérées comme des données environnementales, donc publiques. Et donc, nous, on a pu lever le secret statistique là où sur les inventaires précédents, on appliquait les règles du secret statistique de l'INSEE. Donc voilà, maintenant au niveau de ce qu'on peut noter sur ce graphe d'évolution des consommations d'énergie finale sur la Normandie, c'est que déjà ce sont des consommations à climat réel, pas à climat normal. On ne les corrige plus avec la rigueur climatique. Déjà la version de l'inventaire précédente était à climat réel. Il y a eu ce changement pour pouvoir être cohérent avec la donnée open data. Du coup, là, les aléas climatiques sont visibles sur ce graphe, surtout pour la partie résidentielle et tertiaire. On a des usages de chauffage. Donc là, on voit que les consommations, on a quelque chose d'assez stable entre 2005 et entre 2021, ce qui n'est pas vraiment le cas d'autres allures d'émissions de gaz à effet de serre et d'émissions de la plupart des polluants atmosphériques. On a souvent une baisse plus ou moins significative entre 2005 et 2021, mais on reste sur des consommations assez similaires. On peut donc noter la baisse d'émissivité de certains process industriels, le renouvellement technologique du parc automobile ou encore le traitement des fumées industrielles. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait donner. C'est juste quelques petits éléments qu'on peut noter. Voilà. C'est vraiment une photo régionale. Les données peuvent vraiment changer quand on descend à l'échelle des EPCI. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie sortie des nouvelles données? Et alors, il y a une question de Candy sur le calcul de la répartition territoriale des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime. Sur le transport non routier, les gaz à effet de serre et la consommation, c'est Biomasse Normandie qui fait le calcul. Oui, c'est peut-être pas le lieu pour en parler parce que c'est quand même assez technique, mais comme on l'a dit avec la précédente personne, vous pouvez toujours nous formuler cette question par mail. Donc, vous aurez notre mail en fin de présentation et comme ça, on prendra le temps de vous répondre de manière assez détaillée. Ok, pas de souci. C'était simplement parce que du coup, sur l'application, c'est donné à la maille EPCI et du coup, je sais pas sur les émissions maritimes si on est sur le secteur de la pêche, le transport au global. Enfin, je sais pas trop ce qu'il y a dedans en fait, mais je reposerai la question par mail si c'est plus simple comme ça.
Oui, comme ça. Oui, comme ça, on pourra vous expliquer vraiment parce que le transport, c'est vrai que le transport non routier, c'est un peu un gros fichier chez nous. Donc oui, ce sera plus clair pour vous également la réponse qu'on pourra vous formuler. Ok, bah, je ferai un mail. Merci. Et je suis intéressé par la réponse aussi, si on peut avoir les réponses pour tout le monde. D'accord, bah, on peut. On vous conseille de nous envoyer un mail aussi dans ce cas-là, comme ça on vous mettra dans la boucle de réponse Ça marche, merci. directement. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres. S'il y a une question sur le transport routier et l'industrie, font la baisse entre 2005 et 2021. Est-ce que c'est les seuls secteurs en baisse ailleurs? Donc ça, c'est plus pour Marie. Moi, je peux répondre pour la partie industrie, Oui, si on parle pardon. bien des consommations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend, l'industrie est très dépendante de la BDREP, de la base de ce que les industriels déclarent, et donc des fermetures, des ouvertures de sites. Ça dépend beaucoup de l'EPCI considéré. Et sur le secteur industriel, on peut avoir des variations assez importantes. Donc, sur la baisse des consommations de l'industrie par rapport à 2005, euh, oui, ça dépend vraiment de la maille géographique considérée. Est-ce que c'est les seuls secteurs en baisse ailleurs? Également, c'est assez compliqué de répondre à l'échelle régionale. Parce qu'une évolution de l'échelle régionale n'a pas forcément impacté le PCI. Et bah, du coup, ça va nous faire la transition pour la partie transport routier, justement. On va vous expliquer la méthodologie qu'on a mise en place, donc qui est publiée sur le dernier jeu de données. Comme vous le savez sûrement, il existe deux approches différentes pour calculer les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie pour le transport et le transport routier. Il a l'approche cadastrale qui consiste à répartir les émissions sur toutes les communes qui sont traversées par le flux, ou l'approche responsabilité qui vise à répartir les émissions entre la commune d'arrivée, la commune de départ et la commune d'arrivée. C'est l'approche qui est portée à l'Orecan. Donc, c'est une approche responsabilité. Du coup, là, dans les données que vous avez sur notre site, on associe 50% des émissions à la commune de départ et 50% à la commune d'arrivée. On a choisi de défendre cette approche afin de mettre vraiment en avant les différents leviers qui pourraient être possibles et qui pourraient être choisis par les EPCI pour essayer justement de faire évoluer cette part du transport routier. Donc rapidement, je vais vous détailler les différentes, la méthodologie qui a été mise en place. Pour le transport routier, donc on prend différents types de déplacements, domicile-travail, domicile-études, de loisirs, d'achat, la mobilité exceptionnelle, le fret routier. Donc avant, il faut savoir qu'on avait ces données nous provenaient d'un modèle gravitaire qui avait été fait par l'INSEE. On n'avait pas la main sur les différentes hypothèses qui avaient été fixées. On n'avait pas accès à la méthodologie, on ne pouvait pas la modifier. Donc, on a effectué un travail pour avoir un petit peu plus la main sur tout le transport routier. Donc, les déplacements de loisirs et d'achat, on les a conservés pour l'instant du modèle gravitaire de l'INSEE. Donc, il y a, pour avoir l'estimation, on a une relation qui va, qui va, euh, euh, qui va prendre la distance, mais également la taille de l'activité économique. Donc là, ça va vraiment nous servir à prendre en compte sur le territoire les aires d'attractivité et donc de prendre en compte le tissu économique du territoire, donc pas uniquement que la distance pour ce type de déplacement. Pour la mobilité exceptionnelle et le fret routier, on va effectuer un bouclage avec le SDES. Et pour les déplacements domicile-travail et domicile-études, c'est là où on a réalisé une méthodologie au sein de Biomasse
enfin pour l'ORECAN. Donc, je vais juste vous l'expliquer très rapidement. On part du coup de la mobilité professionnelle et scolaire des individus qui nous est fournie par l'INSEE. Donc, on a les communes de résidence et de travail et d'études. On a ensuite les parcs de véhicules de la commune et les vignettes critères que l'on a avec les données du SDES et de l'ADEME. Et à partir de ces informations-là, on va donc calculer les distances avec une matrice des distances qui va être faite à l'échelle communale. Donc là, on a différentes hypothèses posées selon le déplacement, s'il est intracommunal, au sein de la Normandie ou extra-régional. Et ça nous permet donc d'avoir l'estimation de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, je vous l'ai présenté rapidement, juste pour que vous ayez l'information qu'on a eu un gros changement sur le transport routier. Et comme je vais vous le montrer tout à l'heure sur le site internet, donc on a une note méthodologique sur le transport qui est accessible sur le site. Et on a également une note sur l'intégration des nouveaux résultats de l'enquête bois domestique qui a été réalisée, qui est aussi intégrée aux données ENR 2022. Donc, vous pouvez retrouver ces deux notes sur la même page que les synthèses sur le site internet de l'ORECAN. Et je laisse la main à ma collègue. Donc, sur l'inventaire, on a un ensemble d'évolutions méthodologiques de données d'entrée donc, qui vont faire que les deux versions d'inventaire sont différentes. Tout ça, c'est listé dans la documentation. Là, on en présente juste une seule, la révision de la méthodologie d'estimation des émissions liées à la combustion du bois chez le particulier. Donc, ça n'impacte pas du tout les réseaux de chaleur et les chaufferies collectives qui vont fonctionner à la biomasse. On parle vraiment d'un poêle au bois chez le particulier. Et donc, la révision par le CITEPA fait que pour la même année, sur les deux versions d'inventaire, on va avoir à l'échelle de la région, par exemple, une augmentation de 50% sur les émissions de PM2,5. Donc, c'est une évolution méthodologique qui touche surtout les émissions de poussière, donc de PM2,5 et de PM10. Voilà. Ça souligne aussi l'importance du recalcul de l'historique qu'on évoquait tout à l'heure. Et je pense qu'on peut passer rapidement. Voilà, donc je vous invite vraiment à consulter la documentation qui est disponible sur le site de l'ORECAN. D'une part, sur les informations, sur les évolutions entre les deux versions d'inventaire. Il n'y a pas juste celle que j'ai évoquée juste au-dessus. Et aussi les guides méthodologiques et la description du format de rapportage de l'ORECAN. Alors, ils sont assez denses, mais c'est très, très complet et ça peut répondre à un certain nombre d'interrogations. Donc, voilà. Moi, c'est tout pour cette partie-là. Je vois que le temps passe. Est-ce qu'on finit et qu'on prend les questions à la fin, peut-être? Oui, on va faire ça. Il y avait juste une précision sur le fait qu'on nous entende bien. Donc, on voulait juste demander si c'était bon pour vous le son ou si... Est-ce qu'on nous entend toujours mal ou pas? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Merci. Du coup, on va passer rapidement à la suite. Donc, on voulait profiter de ce webinaire pour faire un focus sur l'intérêt des données de l'ORECAN. Donc, pourquoi les données ne sont pas forcément les mêmes que celles en open data. Et aussi, par le biais notamment des enquêtes à l'échelle de la région, l'intérêt de ces enquêtes sur les données que peut produire l'ORECAN. Donc, je vais aborder dans un premier temps l'intérêt des enquêtes régionales sur le bilan ENR de l'ORECAN. Donc, pour certaines filières, on n'a pas forcément besoin d'enquête car c'est des données on obtient des données en open data de manière très facile et qui sont assez précises, qui sont à l'échelle du territoire. Donc, par exemple, c'est le cas de la filière éolien où on a la production à l'échelle du parc. Sans pour autant, donc, voilà. Et faut quand même noter que même si on utilise les données en open data, c'est des données qui sont à chaque fois consolidées par l'ORECAN et on effectue tout un traitement derrière pour s'assurer que les données sont en cohérence avec ce qui se passe sur le territoire.
Et ensuite, on a d'autres filières qui vont s'afficher où là, on n'a pas forcément de données complètes en open data. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des enquêtes régionales. Donc, à titre d'exemple, par exemple, pour les unités de méthanisation, on a des données sur la production électrique. Problème de micro. Ah, d'accord. Bon, j'espère que le son et que vous nous entendez toujours bien. Désolée. Donc, je reprenais donc pour les unités de méthanisation. Donc, on a une partie en open data sur la production d'électricité et en injection, mais ces données, elles sont pas forcément complètes et il manque toute la partie de production de chaleur. Puis, par exemple, pour le bois collectif et industriel, pareil, on peut avoir des données via des enquêtes SNCU qui sont en libre accès sur Internet, sur les productions de chaleur des réseaux de chaleur, mais il manque quand même toute la partie chaufferie dans le collectif et aussi chaufferie qui alimente des réseaux techniques. Donc, on n'a pas ces données-là en open data. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des enquêtes. Donc, à l'Orecan, on utilise 4 enquêtes issues de divers programmes régionaux. Donc, par exemple, l'Observatoire des déchets et de l'économie circulaire en Normandie fait des enquêtes sur les unités de valorisation énergétique avec un taux de retour de 100%, ce qui nous permet d'avoir des données très fiables sur ces installations, ce qui n'est pas le cas en open data. Et c'est un peu le même cas pour les ISDND, où là, il y a un taux de retour de 88%, ce qui nous permet de compléter de manière très précise les productions issues de ces installations de stockage de déchets non dangereux. Ensuite, concernant le bois domestique, donc on utilise les enquêtes régionales sur le bois domestique qui a été effectuée en 2014, en 2012 et celle effectuée récemment en 2022. Donc, cette enquête, elle est effectuée au téléphone et, le cabinet qui s'en est occupé a enquêté 1500 ménages tout en faisant bien attention à prendre avoir une représentativité des diverses zones de densité de population et des différents types de catégories de ménages. Et donc, à partir de ça, on a pu modéliser le parc des installations de bois domestique pour ensuite pouvoir les territorialiser au mieux avec aussi d'autres sources de données. Et puis, concernant les unités de méthanisation, donc le plan Méta Normandie, lui, effectue chaque année des enquêtes en sollicitant 127 installations de méthanisation avec un taux de réponse de 58%, qui est peut-être un peu faible, mais ça nous permet quand même d'avoir des infos réelles sur 74 installations, ce qui n'aurait pas été le cas en utilisant les données en open data. Puis ensuite, sur la partie bois collectif et industriel, donc le plan bois énergie effectue, elle, des enquêtes sur les tonnages de bois qui rentrent en chaufferie, ce qui nous permet d'avoir un taux de retour sur toutes les chaufferies collectives et industrielles assez important dans la Normandie. Et sans ces enquêtes, il nous serait impossible d'estimer les productions de chaleur de manière réelle pour toutes ces chaufferies-là. Donc voilà, c'était pour vous montrer l'importance en fait des enquêtes aussi dans les bilans de l'Orecan pour combler le manque de données qu'on peut observer en open data sur certaines filières. Je vais laisser la main donc à ma collègue Marie pour les données en open data. Oui, merci. Donc, les données open data, elles occupent une place centrale dans le calcul de l'inventaire des consommations énergétiques. L'inventaire, il est par construction toujours cohérent avec la donnée open data. C'est le bouclage énergétique. Donc, on est cohérent pour le gaz naturel et l'électricité avec la donnée open data à l'échelle de l'EPCI et par secteur. Donc, les 4 secteurs de l'open data, agriculture, résidentiel, tertiaire et industrie. Et pour la partie des produits pétroliers, on est cohérent avec la donnée de vente à l'échelle départementale. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre l'open data, il y a aussi notre traitement de leurs données. Donc, on identifie au sein
des différents secteurs, la branche énergie, la production de chaleur et de froid et les déchets. On corrige des erreurs de sectorisation. On a un certain nombre d'industries très consommatrices, puisqu'on les connaît de par la BDREP, qui sont répertoriées en open data, parfois dans le tertiaire. On a aussi des erreurs de localisation. Il y a quelques mois, nos collègues d'Atmo Grand Test nous ont signalé qu'un site très consommateur de gaz naturel chez eux s'était retrouvé sur une iris normande. On répartit également les consommations du non affecté entre les secteurs résidentiels et tertiaire. Et également, quand on prend en compte les données du SDES, on les compare avec les données historiques, donc qui commencent en 2018 pour l'open data, sachant qu'en général, ils ne reviennent pas sur les années précédentes. C'est pour ça qu'on a des corrections d'erreurs de sectorisation, des fois qui sont faites en 2021, mais qui restent en 2018-2019. Mais par contre, l'an passé, GRDF a mis à jour 2018, 2019, 2020, parce qu'ils ont fait de gros changements méthodologiques. Et du coup, nous, on a ce contact-là avec les fournisseurs de l'open data. Donc, tout ça, ça fait partie d'une phase de traitement des données. Et ensuite, il y a également une mise au format de rapportage du PCET Orecan pour produire un inventaire compatible avec le format PCET. On applique une répartition sectorielle différente. Voilà pourquoi certaines fois, la valeur de consommation de gaz naturel que l'on voit en open data ne va pas forcément être la même que sur le site de l'Orecan, même si elle est prise en compte et même si on boucle avec. Et les hypothèses propres à ce format de rapportage, le format de rapportage PCET Orecan, sont explicitées dans le document technique que j'ai mentionné plus tôt. Il y a quand même des hypothèses assez fortes comme l'exclusion des consommations de la production chaleur et de froid et de la branche énergie. Du coup, ça peut être bien de s'y référer. Voilà pour cette partie, pour moi. Et oui, on avait également publié une petite note méthodologique sur les différences entre la donnée open data et les données de l'Orecan. Est-ce que vous avez des questions concernant ce que l'on vient de vous présenter? J'ai vu que... Oui. Bon, on va juste, du coup, vous avertir d'un événement donc, de l'Orecan. Une journée technique va être organisée et ce sera à l'automne. Donc, normalement, c'est encore en cours de rodage et les informations seront ensuite envoyées probablement par mail et elles seront aussi également accessibles sur le site de l'Orecan ou sur le site de Biomasse Normandie. Donc, on n'hésitera pas à communiquer dessus et je pense que vous serez tenu au courant assez facilement de la date qui sera choisie pour cet événement. Vous voulez vous mettre sur cette slide donc notre contact pour les questions dont on avait parlé précédemment et pour d'autres questions qui pourraient venir aussi, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. C'est vraiment nous qui sommes derrière cette adresse mail. Donc, il faut, enfin voilà, maintenant que vous avez une tête sur ce contact, n'hésitez pas. Et on prend des questions. On va pouvoir prendre les questions. Donc, concernant la question sur la prise en compte de la production énergétique de la géothermie, donc c'est la même méthodologie qui est utilisée pour l'aérothermie et la géothermie. Donc, on utilise à la fois des données qui nous sont transmises par l'ADEME sur les installations donc, en géothermie qui sont financées par l'ADEME pour pouvoir donc un peu territorialiser cette production. Ensuite, on utilise également des sources de données sur de l'Observatoire de la performance énergétique qui un peu nous indique qui nous indique pour chaque permis de construire déposé le type de chauffage, ce qui nous permet d'avoir un peu la dynamique et du nombre d'installations de pompes à chaleur sur le territoire. Donc, c'est un peu dans les grandes lignes la méthodologie. Après, faut savoir que c'est quand même assez compliqué à l'heure actuelle d'établir la production d'énergie
sur la géothermie parce qu'on n'a pas de données concrètes dessus. Et justement, on est encore en train de travailler sur cette méthodologie cette année avec notamment divers observatoires régionaux pour affiner cette méthodologie, voire peut-être la changer pour être la plus performante possible. Un peu dans les grandes lignes. Après, si vous avez d'autres questions plus précises sur cette méthodologie, on a en ligne sur sur le site internet la méthodologie très détaillée de cette filière. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous pouvez prendre directement la parole ou après écrire sur le chat. En tout cas, tant mieux si notre présentation a répondu à vos questions et qu'elle a été claire, s'il y a du coup pas trop de questions. Euh, En tout cas, n'hésitez vraiment pas à nous contacter par mail. On prendra à chaque fois le temps de vous répondre. Et puis, si vous avez... Et puis voilà. Euh, Bah, je pense qu'on peut... Pardon? Bah, en tout cas, bah, merci beaucoup. Et puis, Merci à vous pour votre présence. bonne journée à vous. Et puis, vous pouvez Merci. retrouver le webinaire sur le site internet bientôt. Il sera Il sera disponible disponible sur en le, rediffusion. sur le SharePoint avec les données, toutes les données qui sont en ligne également. Voilà, tout ce qu'on met à disposition. Bah, bonne journée à vous et on reste toujours connecté au cas où si d'autres questions se manifestent. Mais... Et oui, comme disent les filles, n'hésitez pas à venir dans les mails.